Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, une émission en deux parties. La première partie actuelle avec Cyril Kanté, l'entraîneur, et Pierre-Paul Minigogne, directeur sportif du Football Club de Tog. Messieurs, bonjour. 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 Patrice avec nous en plateau. La deuxième partie sera consacrée au Sporting Club de Bastia avec Claude Ferrandi, le président du Sporting, et Bernard qui nous rejoindra. Ça sera pour une deuxième partie. Et on va commencer directement cette émission en parlant d'abord du Football Club de Tog. Ensuite, on passera directement à la R2 puisqu'il n'a pas eu de match en Régional 3 et Régional 4 avec l'interview d'Anthony Hipping, entraîneur de l'AC Ajaccio, les images de match de Bastelicac contre Corté, de la Pieve contre AFA et du Gaia Luciano contre Alès. Oui, effectivement. Alors, bonjour messieurs. Alors, je vais m'adresser au nouveau coach de cette équipe de Tog, Cyril Kanté. Première saison, comment on la juge déjà ce début de saison avec cette équipe de Tog? Alors, début de saison un petit peu compliqué du fait de début d'entraînement un petit peu difficile puisqu'on n'avait pas de terrain. On jonglait entre le fang et pas de créneau. Donc depuis début septembre et la réfection du terrain de Tog, on a retrouvé 2 créneaux. On attend encore le grand terrain de Volpage d'ici la semaine prochaine, j'espère. Donc début de saison un petit peu difficile avec une victoire et 2 défaites. Malgré tout, ça reste encourageant et je suis assez confiant pour la suite de la saison. Pierre-Paul, la partie sportive aussi, vous avez eu un œil, on s'était vu l'année dernière, il y a eu une évolution aussi par rapport à ça. Comment vous la jugez aussi ce début de saison? Déjà en termes de licenciés, on a quand même pratiquement une cinquantaine de licenciés en plus cette année. On en a refusé pas mal, du l'engouement par rapport à la réfection du terrain aussi, je pense. Et le fait qu'on soit toujours pour l'instant le seul club en centre-ville, parce que sur les petites catégories, on a récupéré pas mal de gosses. Et au niveau de la R4, c'est la deuxième année, pareil, on essaie de... Ça reste un peu cohérent par rapport au projet du club, puisque c'est une R4 quand même assez jeune. On a en moyenne d'âge, c'est 23, 24 ans. 22, 23 ans. Ouais. Donc c'est des jeunes qu'on récupère d'autres clubs et qu'on essaie de structurer au maximum. Donc pour l'instant, on continue un peu à avancer par rapport à comment on avait débuté. Et avance. Justement, vous avez parlé de la réhabilitation du stade de Tog. C'est important pour le Football Club de Tog d'avoir son antre. C'est ce qui fait l'identité du club aussi. Mais disons que là, on est sur la 3e année du club. Je sais que nous, on était un peu impatients et on a un peu mis la pression sur la mairie, sur la CAB. Après, il faut les comprendre. Il y a tellement de clubs maintenant qui se montent et qui restent 6 mois et qui disparaissent, que je pense qu'ils ont essayé d'attendre. Ils ont un peu attendu, voir un peu qu'est-ce que ça allait donner, si on allait être sérieux, si ça allait continuer vers ce que nous on avait annoncé. Ça a été le cas, donc eux ils ont tenu leurs engagements. On leur remercie d'ailleurs. Le côté attractif aussi du club a fait que la communauté d'agglomération, elle aussi, s'est bien avant. Disons que la première année, on est parti sur, je crois qu'on avait 70 licenciés, on était parti à l'arrache. Et sans compter les dirigeants, un truc comme ça, on était 70 licenciés. On était sur 160 l'an dernier, et là on va dépasser les 200. En sachant que sur le courant de l'été, on a dû refuser, et ça fait même mal au cœur de le dire, parce qu'on expliquait quand même aux gens que malgré qu'on nous refasse le terrain il est toujours aussi petit. Et on a, par rapport au budget du club, on est toujours dans les mêmes sphères, donc on n'a pas trop évolué. On a quand même 2 éducateurs en plus et on arrive à attirer certains jeunes sur des contrats d'apprentissage où c'est que ça nous aide aussi. Mais en termes d'infrastructure et en termes même de matériel humain, c'est toujours limité. Donc on a refusé, je crois, 60-70 licences. Vous avez remonté toutes ces informations justement pour potentiellement avoir un créneau oui. en plus? Non, mais c'est même pas une question de créneau. C'est question de... Après, à un moment donné, comme on dit, on ne peut pas inventer des choses. Oui, on a eu la discussion avec le président de la CAB et le maire aussi, qui justement, vu l'engouement, nous ont encouragés à se développer encore plus.
Parce que même vis-à-vis d'eux, par rapport à eux, il y a eu des remontées comme quoi des gens voulaient venir au club, tout ça, mais que bon, c'était un peu saturé. Et on leur a dit, bon, on dit en rigolant, parce qu'on sait que c'est compliqué à faire et sur le centre-ville, c'est encore plus compliqué. Et ça passe, nous, le club, il pourra évoluer, ça passera par un terrain à 11 en centre-ville, chose qui, à mon avis, ça va être assez dur. C'est pas impossible. Impossible, je sais pas, nous on n'a pas la main. Nous on fait remonter les infos. Cette année on arrive sur 200 licenciés et c'est le maximum qu'on peut faire, on ne peut plus aller au-delà. En termes de créneaux sur le terrain à Tog, c'est compliqué. Pourtant on occupe pratiquement tous les créneaux. Mais après, on ne peut pas inventer des créneaux. On ne peut pas écarter, oui, effectivement. Les gosses, c'est limité au mercredi ou le soir de 18 à 19h30. Après, il y a les créneaux qu'avant, dont on n'avait pas trop bénéficié par la force des choses parce qu'on allait plutôt sur le R4 à Volpage ou au Herbajol. Et cette année, vu le terrain refait à neuf, il pourra le dire, la remontée des joueurs, il voulait quand même être sur un terrain neuf et vu qu'on était à domicile, ça paraissait un peu normal. Il faut savoir que cette année, on a monté la catégorie en loisirs des féminines. Ça représente une quinzaine de filles. Et c'est quelque chose qui a commencé il y a 2-3 semaines. Hein. Donc on va être amené à le développer, je pense. Pareil, on a un petit créneau limité. Cette année, on a... vous connaissez, puisque la plupart des joueurs qui en font partie, c'est des gens qui sont là depuis des années. C'était le Cosmos qui a dissous l'association cette année et ils sont venus à Tog. On appelle ça les super vétérans. C'est un créneau aussi qu'ils occupent le soir. Voilà, ils étaient déjà l'an dernier sous la bannière du Cosmos. Et là, maintenant, c'est sous la bannière de Tog. Donc ça fait... C'est toujours des créneaux qu'on récupère en plus. Et le problème, c'est que le terrain, il reste le même. Et malgré qu'on nous ait refait toutes les infrastructures, le terrain est refait à neuf, c'est très bien. Ils nous ont refait les vestiaires, toute la bâtisse. On ne va pas se plaindre, au contraire. Hein. Justement, on sait d'où on vient. Mais l'évolution du club en centre-ville, c'est-à-dire pour revoir Tog comme on l'a connu il y a des années, à 400 ou 500 licenciés, je pense que ça passera par ça. Cyril, pour revenir sur le championnat de Régional 4, c'est un championnat que vous avez connu il y a 2 ans avec l'AS Bastiaise. Comment jugez-vous ce championnat? Avec beaucoup de réserves, c'est un championnat qui est assez relevé et qui, plus les années passent, plus le championnat se structure en termes d'équipes qui ont des catégories de jeunes. C'est un championnat qui est relevé, qui monte en puissance d'année en année. Après, c'est toujours intéressant. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. Ça c'est structurer les matchs, c'est un petit peu difficile. Sinon, on est sur plusieurs réserves, dont le GFCA, Ghisonaccia, qui pour moi sont les deux favoris de la poule, hein, assez largement. Et on tombe surtout sur des équipes très jeunes et structurées à tous les niveaux. Donc ça donne des matchs très très intéressants, c'est vrai, et c'est plaisant, honnêtement. C'est très plaisant. Prochain match, c'est contre Bigode, un déplacement, un nouveau club cette année. C'est jamais évident de mobiliser tout le monde pour les déplacements. On sait que ça fait souvent défaut dans le monde amateur. Non, c'est difficile, mais bon, on a un groupe qui joue le jeu cette année, qui a envie de progresser, d'aller titiller ces équipes de Guizot et du GFCA. Donc là, nous, de nous relancer après 2 défaites et d'aller gagner à Bigode, tout simplement. Il y a un objectif bien précis cette saison. Vous, en tant que nouvel entraîneur, déjà, avant ça, comment s'est créé les contacts avec Toga, justement? Écoutez, à la fin de cette saison, la saison dernière, pardon, on discutait un petit peu de comptoir, je dirais, de bord, etc. On a commencé à nouer des liens et il se trouvait que l'entraîneur de Toga qui était présent la dernière arrêtait, donc il fallait un coach. Donc de fil en aiguille, à force de discussion, c'est vous qui avez amené un projet ou c'est les dirigeants qui vous ont proposé ce projet-là? Les dirigeants m'ont présenté un projet avec les joueurs restants, donc c'était une quinzaine. D'accord.
Ils m'ont demandé si j'étais intéressé, comment on pouvait se structurer. J'étais OK avec toutes leurs demandes, hein, par rapport aussi aux demandes du club, qui étaient d'avant tout prendre du plaisir et de rentrer dans le projet, qui était d'avoir un club quand même avec beaucoup de jeunes et qui rentrait dans la mentalité. Moi, je suis totalement OK avec ça. Du coup, je suis arrivé avec certains joueurs pour compléter l'effectif et ça s'est fait comme ça, tout simplement, naturellement. Mais en fait, vous le savez, l'an dernier, on en avait déjà un peu discuté. La R4, à la base, c'était pas d'actualité. L'an dernier, on l'avait monté par la force des choses parce qu'il y avait... C'est des gens qui avaient amené ce projet-là et c'était au départ pas indépendant parce que c'est pas un club dans le club. Hein, mais eux avaient la logistique, ils amenaient le coach, ils avaient les joueurs, tout ça. Bon. Après, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Hein, c'est pas... Sauf qu'en fin d'année, le coach voulait arrêter. Il y a quelques personnes qui avaient amorcé le projet, ils se sont arrêtés aussi. On s'est retrouvé avec quand même une quinzaine de joueurs qui étaient quand même, comme je disais tout à l'heure, assez jeunes. Et que bon, eux, ça les intéressait de continuer à rester à Tog. Donc, au départ, on avait fait une réunion, on se demandait sur la nécessité de continuer sur les seniors. Après, on avait noué le contact avec Cyril et JB qui étaient venus. Donc, du coup, on a relancé ce truc-là. Après, il faut savoir une chose, c'est que, ils ne vous le disent pas, mais ils interviennent aussi sur les jeunes. D'accord. Donc, Oui, à la base, ils sont venus pour la R4 parce que, justement, nous, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et là, depuis quelques temps, ils viennent donner un coup de main, que ce soit Cyril, que ce soit JB. Ils interviennent sur les jeunes, sur les plateaux, sur les entraînements. Donc, quelque part, voilà. On arrive à ce qu'on voulait vraiment au départ, c'est-à-dire des gens investis et qui viennent s'intéressent plus au club. Pardon. Allez, on passe maintenant à la Régionale 2, les matchs du week-end. Le Nebbio s'est imposé à Montigello 2-1. La réserve du Gallia Luciane s'est imposée 3-1 face à Ghisona Ciapronelli. Et c'est l'événement en Régionale 2. L'AC Ajaccio a pu enfin repartir dans le championnat à Bonifacio et s'est imposé 1-0. On a eu l'interview d'Anthony Lipini, l'entraîneur de l'AC Ajaccio. On l'écoute. Ouais, bien sûr, énormément de bien de retrouver les terrains après tout ce qui s'est passé, après le feuilleton de l'été. Content, voilà, d'avoir pu retrouver aussi la communion avec les supporters et nous on s'est préparé tant bien que mal d'une certaine façon qui a fait que l'équipe était pas 100% prête, mais était quand même on dira assez compétitive pour un premier match. Oui, complètement. C'était vraiment magnifique et des souvenirs qui resteront gravés puisque c'est un renouveau et d'avoir pu leur donner le résultat qu'on leur a donné à tous ces supporters qui se sont déplacés, une grande fierté. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail et de chemin à effectuer. On les gère de la plus simple des façons. Après, c'est vrai que pour ma part, j'ai joué avec tous ces joueurs-là. Certains comme Cédric sont des amis. Donc pour moi c'est un plus, pour l'équipe c'est vraiment un plus d'avoir des joueurs comme ceux que vous avez cités, puisque ce sont avant tout des personnes humainement exceptionnelles, tous, hein, vraiment tous, et c'était pour moi une des conditions dans mon effectif, d'avoir des personnes humainement très bonnes. Pour ce qui est d'Andy, lui, le projet, voilà, quand il s'est intégré à ce projet-là, c'était, moi, je viens comme si je signais dans n'importe quel autre club. Je suis un joueur à part entière de l'effectif, et j'en suis fier qu'il ait vu ce projet ainsi. Je le remercie aussi. Concernant Riyad, mais Riyad, c'est aussi mon adjoint, donc ça sera un peu particulier, mais lui veut jouer énormément. C'est un compétiteur. Même aux entraînements, il me dit bientôt, moi, je veux jouer. C'est beau de l'entendre parler comme ça. Cédric, c'est encore différent parce que on l'a intégré dans l'organigramme avec les U14 et au départ, c'était prévu, voilà, qu'il nous donne un coup de main sur certains matchs. Je me fixe pas d'objectif avec Cédric. Il nous donnera tout ce qu'il pourra nous donner, tout ce qu'il aura envie de nous donner. Ça sera déjà une belle satisfaction. Donc
on travaille comme ça pour l'instant. L'effectif, il y a d'autres joueurs qui sont capables de les remplacer, donc on prend ce qu'il y a à prendre. Ouais, exactement. Pour l'instant, ça sera sur le stade d'AFA et on remercie aussi AFA de nous prêter ces infrastructures. Concernant nos installations, j'espère qu'on les récupérera le plus vite possible. Je sais que voilà, des gens comme Monsieur Fatacho, ils sont des supporters du club, aiment le club et je reste persuadé qu'à un moment donné ou à un autre, ils nous aideront à avancer dans notre projet grâce à nos infrastructures qui sont importantes pour l'identité du club, pour tous ces gens et aussi au quotidien pour toute notre jeunesse, parce que aujourd'hui on a remis en place les catégories U6, U7, U8, U9, etc. Et tous ces gamins-là, ils ont besoin d'avoir des installations pour pouvoir pratiquer leur sport et j'espère voilà que ça va rentrer le plus vite possible dans les clous pour le club. Oui, il nous manque juste les U18 parce que il y a eu beaucoup de choses à gérer durant cet été, un changement de direction aussi, donc on a proposé des choses avec la nouvelle direction, on a mis en place des choses. Les U18 c'était pas possible parce qu'on n'avait pas assez de joueurs pour constituer une équipe. Sur le reste des catégories, toutes les catégories sont en place et l'objectif la saison prochaine c'est de mettre en place les U18 régionaux et de récupérer au plus vite possible les 17 nationaux et les 19 nationaux. Oh, on s'adapte, c'est comme ça fait partie du jeu, c'est pas un problème. Moi, souvent ça c'est pour moi des excuses, le terrain il est rectangulaire partout, le ballon il est rond partout. C'est des adaptations qu'il y a à faire. C'est sûr que on a toujours connu un certain confort, mais aujourd'hui il faut pas oublier qu'on est en Régional 2, ça fait partie de l'adaptation. Et je savais très bien en reprenant le projet qu'il allait avoir des adaptations. Et à titre personnel, ça me permet d'acquérir de l'expérience à ce niveau-là et j'ai aucun problème avec ça. C'est pas la chose la plus facile, mais par contre, on se doit de s'adapter et j'ai des gars dans l'effectif, comme je vous dis, qui ont une mentalité exceptionnelle et on s'adaptera pour travailler du mieux possible. Voilà, c'était Anthony Lipine, il est entraîneur de l'AS Ajaccio. Ils vont recevoir samedi à 17h l'Union Montijo, le Santa Barade pour les autres matchs de la 5e journée. Calenzane va recevoir la réserve de Borgo qui est pour le moment sur un sans faute et la réserve du Gaia Luciana va recevoir Bonifacio. Une petite parenthèse aussi par rapport à Balancia, c'est 5 mois de galère pour la C Ajaccio. C'est vrai que là, se remettre vraiment d'aplomb pour cette R2 et avec un déplacement massif des supporters, ça c'est important de le préciser, Pierre-Paul. Ah ouais, t'as du mérite. Hein. Bon, après, on l'a connu ici aussi, et donc à un moment donné, c'est toujours le même problème. Je pense qu'en Corse, c'est compliqué maintenant d'avoir autant de clubs et surtout au niveau professionnel, ça va être de plus en plus compliqué. Et là, bon. Ça va pas être évident pour la CR quand même de se lancer dans cette R2, sachant qu'il y a quand même des équipes qui sont favorites. Après, ils ont quand même un effectif. Vous êtes un peu plus jeune. Moi, je suis pas beaucoup plus vieux, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, j'ai connu, c'était mon club, moi, la CA. Et ça a été un de mes premiers clubs quand j'étais tout petit. Et je me souviens, ils étaient déjà en PHA, il y avait une disette de 20 ou 30 ans, c'était à l'abandon. Et ils repartent quand même dans des meilleures conditions. Hein. Je me souviens à l'époque, le stade était allé à l'agonie, il n'y avait plus rien. Guy Moret, tu étais déjà le président Non. Oula, non. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte, je te parle de ça, c'est dans les fin des années 80. Hein, donc, oui, je t'ai pas dit. Donc... Régional 1 et avec la victoire du Sud, 3-2 face au FC Balagne. Et on va le voir en image, c'est la superbe victoire de la Pieve Adilote, 3-0 face à AFA sur ce débordement et ce repiquage dans l'axe. Ça va être un but contre son camp hein, de Jérémy Choplin sur ce premier but pour cette équipe de la Pieve Adilote. Voilà, sur ce centre, c'est le défenseur qui vient battre son gardien, le capitaine de cette équipe de AFA, Jérémy Choplin. Là, c'est le second but qui va apparaître sur le côté droit, entrée de surface. Voilà, il élimine le défenseur, il marque ce second but. Et on va le voir sur ce troisième but, sur une relance de la défense.
Et ça part à la limite, hein, limite du hors-jeu, mais l'attaquant qui bat justement le gardien d'AFA 3-0 pour cette équipe de la Piève qui se positionne à la 5e place. Et il y a une autre image aussi, c'est Bastilicac, Jean-Baptiste, qui s'est imposé 4-2 face à Corté. Oui, on va le voir en image. Bastilicac qui est de second derrière Lasvar qui est pour le moment sur un sans faute avec 3 matchs et 3 victoires. Patrice Corté qui peine un peu et qui est relégué de National 3. Ouais, après c'était important aussi pour Bastilicac de garder le wagon de tête avec Lasvar, cette équipe de Corté qui a quand même eu le mérite d'essayer de revenir dans cette rencontre. Après, c'est vrai que cette équipe de Bastilicac s'est largement imposée dans ce match. Oui, et on va voir aussi le beau coup franc qui tape le poteau et Dimitri Menodzi qui suit bien et qui vient mettre le ballon au fond des filets. Mais après, le 4e but des hommes d'Anthony Collinet vient sceller tout espoir des hommes de l'USC Corté. Et on va être sur aussi le top but de la journée en R1. Oui, on va voir tous les buts. Vous pouvez voter sur le lien que nous mettons en description. On va le voir en image, les buts. C'est Poté Match qui vous permet de voter pour le plus beau but de la 3e journée. Et aussi de faire vos pronostics sur la régionale ESCOM, et aussi sur la régionale 2. Patrice, chaque semaine, on voit quand même de très beaux buts sur les terrains de la régionale. Ah oui, de magnifiques buts qui n'étaient pas à l'époque filmés, mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, la régionale 1 et la régionale 2 sont filmés régulièrement par la Licorce de football, et c'est vrai qu'on voit franchement pas mal de qualité dans certaines équipes où on voit des beaux buts et surtout de belles actions. Chaque année, oui, le championnat de Régional 1 qui se structure, qui prend du niveau. Et on le voit sur le dernier but, justement, de la Kazink. Une belle demi-volée qui vient tromper le gardien de l'FGEB. Allez, National 3, groupe D, le groupe de la réserve du Sporting Club de Bastia qui a fait match nul, 1 but partout face à Wassel. La réserve du Sporting, elle pointe à la 5e place de ce championnat avec 10 points. Prochaine rencontre pour la réserve, ça sera à Aubervilliers le samedi 1er novembre. Allez, groupe E de National 3, la Balagne qui s'est inclinée une nouvelle fois à domicile contre Saint-Quentin 2-1. Et le GFCA qui a fait match nul à Croix. Le Gaz qui est toujours sur le podium mais qui perd une place est 3e. Et la Balagne est lanterne rouge 14e du groupe E de National 3. Le GFCA va recevoir le samedi 1er novembre à 18h30 la réserve du LOSC et la Balagne va se déplacer à Charleville. Allez, National 3, groupe H, c'est le groupe du Gallia Luciani. On va le voir en image, cette rencontre, cette défaite pour le Gallia 2-1 face à Alès, cette équipe du Gallia pourtant qui avait pris le bon bout dans cette rencontre parce qu'ils avaient ouvert le score par l'intermédiaire d'Anthony Safour. On va le voir sur cette action justement, l'incursion dans la surface, c'est Anthony Safour, son extérieur pied droit qui vient battre le portier adverse. Et puis après, ça a été Alès qui est venu titiller les cages de Ménod, puisqu'on le voit sur cette action, sur cette remise de passe sur ce corner, sur ce centre, la sortie un peu approximative de Ménod et cette frappe qui va battre le portier de Lucian. Et là, sur ce but aussi, il y a une légère erreur quand même de la part du gardien qui a du mal à capter le ballon. Le ballon et le joueur d'Alès qui vient doubler la mise dans cette rencontre. Ouais, le Gallia qui peine toujours un peu dans ce championnat avec une victoire, un nul et 3 défaites. Ils se déplaceront à un adversaire qu'a connu le Sporting, c'est Lyon-la-Duchère, samedi 1er novembre à 17h. Messieurs, sur ces championnats de National 3, on va attaquer la National 2 avec Florian et Borgo. Cyril, je sais pas, un point de vue par rapport à ces équipes qui arrivent quand même à se maintenir dans ces championnats chaque année. Non, c'est clair qu'il y a une certaine continuité, surtout pour le Gallia, qui est en National 3 depuis plusieurs années maintenant. Bon, après, la réserve Sporting, le classement ne m'étonne pas trop, il y a quand même pas mal de qualité, beaucoup de jeunes. Un peu surpris par la Balagne avec l'effectif qu'ils ont d'être derniers, mais je pense qu'ils ont aussi le contre-coup de cette redescente administrative. C'est un paradoxe là-bas. On les a eu en invité il n'y a pas si longtemps. On a discuté avec justement Soufiane Akani. C'est un vrai paradoxe parce qu'ils arrivent quand même à avoir un effectif de qualité, à essayer de produire du jeu sur leur rencontre, mais malheureusement ils n'arrivent pas à concrétiser. C'est concrétisé par des victoires et c'est vrai qu'on est surpris nous aussi de voir le FC Balagne dans ce classement. Bon, je pense qu'ils vont se maintenir quand même avec l'effectif qu'ils ont. En tout cas, je leur souhaite, mais je pense qu'ils avaient des ambitions de remonter avec cet effectif-là.
paraît un peu compliqué déjà avec les Corses sur le premier. Il n'y a que le premier qui monte, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça va être compliqué, mais je pense qu'ils se mettront. Pas de souci. Allez, dernier championnat maintenant pour le monde amateur, c'est National 2, groupe B, le groupe de Borgo et de Fouriane. Fouriane, il s'est imposé 4-3 face à Thionville qui est leader. Et Borgo se relance et s'impose 1-0 face à Saint-Prive. Borgo est 6e et Fouriane est 11e. Pour les prochaines rencontres, Borgo va se déplacer à Épinal et Fouriane il va recevoir Bourges. Pierre-Paul, National 2, il y a 2 représentants dans cette division. On sait que c'est difficile chaque année. On voit Fouriane qui s'est maintenu la saison passée, qui a failli jouer quelque chose d'important il y a 2 saisons. Borgo qui arrive tout fraîchement de National 3. C'est important aussi d'avoir des représentants comme Borgo et Fouriane dans ce championnat. Après, c'est des équipes qui ne sortent pas de nulle part. Hein. Fouriane, ça fait maintenant quelques années qu'ils arrivent à rester sur ces niveaux-là, avec les difficultés qu'on connaît par rapport aux raisons budgétaires. Parce que, moi, j'ai eu la chance de discuter avec Philippe Ferron, le président, quand il y a eu le match amical face à Bastia. C'est toujours très difficile pour eux, mais c'est des exploits, exactement. On parlait du football professionnel tout à l'heure, mais là, on est presque sur du football professionnel. Donc, il faut des budgets, il faut des infrastructures, il faut beaucoup de choses que, en Corse, maintenant, ça devient pour nous de plus en plus compliqué. Donc, déjà, d'avoir 2 équipes en National 2, 3, on ira avec la Balagne, parce que sur le terrain, c'était par la force des choses, ils ont été obligés de justement, les choses qu'on parlait, hein, ils ont été obligés, ils ont été relégués l'an dernier. Ça va être de plus en plus dur. Ça va être de plus en plus dur. Il y a cette faculté aussi, que ce soit pour Borgo, quand on est Manuel ou Fouriane avec Philippe Ferron, de bien s'encadrer sur le continent, parce qu'à chaque fois, alors nous on voit par rapport à Fouriane, puisque ça fait des années qu'ils sont en National 2, et Borgo cette année aussi on l'espère se pérenniser dans ce championnat et voir pourquoi pas jouer peut-être autre chose, mais d'aller chercher à chaque fois des joueurs, obligé, mais surtout des joueurs à fort potentiel. Fouriane a eu cette capacité lors des dernières années, sous l'ère Videra, sous l'ère Romain Parturel, d'avoir des joueurs qui ont explosé après au monde pro. Il y en a 2 ou 3 qui sont rentrés dans les effectifs pro dernièrement, qui sont partis de Fouriane. C'est des bons tremplins. De toute façon, un National 2, c'est un bon tremplin. C'est quand même déjà un niveau assez acceptable. Donc, après... On aimerait avoir un peu plus de joueurs corses, mais bon, ça, c'est pas leur faute non plus. Hein. C'est qu'à un moment donné, la réalité fait que, à une certaine période, à ces niveaux-là, on arrivait à avoir des effectifs, pas pour faire les centrés sur le local, mais c'était la réalité. On avait des joueurs qui étaient capables de jouer à ce niveau, et là, c'est de moins en moins le cas. Mais c'est important aussi, les représentants corses dans un effectif. Ah, totalement. Non, mais ce que je disais, c'est qu'à ce niveau-là, jusqu'à une certaine époque, on était capable d'avoir une majorité de joueurs corses. Et là, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Parce que la réalité, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. On ne sait pas pourquoi. On sait, et peut-être qu'on n'a pas de solution pour... Mais bon, là, Fouriane, c'est un exploit permanent tous les ans. Hein. Et après... C'est les dirigeants qui sont là depuis plus de 30 ans, c'est toujours les éducateurs, c'est des clubs au niveau des structures, ça ne change pas beaucoup. Donc, après, c'est pas tellement étonnant. Hein. Il n'y a même pas que le fait que ce soit des joueurs qui arrivent à signer en pro. On voit le parcours de Patrick Videra, qui a fait aussi, qui a eu un parcours exceptionnel et qui est actuellement entraîneur du Mans en Ligue 2. Ça montre aussi le tremplin, justement. Fouriane, c'est un club tremplin aussi, pour que ce soit pour les coachs, pour les staffs, aussi pour les joueurs, justement. Exactement, Patrice. On rappelle que Fouriane, il va recevoir samedi le FC Bourges. Messieurs, merci d'avoir pris part à cette émission. On vous souhaite le meilleur pour la saison en cours avec le Football Club de Tog. Et on se retrouve très vite sur Tutti Foot, puisque nous allons recevoir dans quelques instants le président Claude Ferrandi du Sporting Club de Bastia. On se dit à très vite sur Agorsica TV pour Tutti Foot.